fait presque une semaine que j'ai pas de téléphone et bon, les 2 premiers jours j'étais un peu déprimé. Je savais pas si j'allais pouvoir récupérer mes données, je savais pas combien de temps ça allait durer. Mais bizarrement, à partir du 3e jour, j'ai commencé à vraiment expérimenter une des manières de permettre à nos enfants de mieux utiliser les écrans, de se libérer de leur impact négatif. C'est justement pas de prêcher les choses et de leur dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais plutôt dans toutes ces activités ressources-là, dans lesquelles on progresse intérieurement, eh bien, il y a une loi qui prévaut tout le temps, c'est la suivante. Bien le bonjour les amis. La semaine qui est passée, je préparais une vidéo qui portait sur les problèmes d'attention chez les jeunes aujourd'hui et les possibles solutions que j'ai vues par rapport à ça. Je voulais traiter des causes probables de ce fléau qui touche autant les jeunes que les adultes. Cette perte d'attention, cette difficulté à se concentrer dans des tâches banales du quotidien et toutes les problématiques qu'on observe autour de ça. Et bizarrement, ce sujet était tellement chargé que lorsque j'ai pris mon téléphone et mon matériel pour tourner la vidéo, j'ai choisi un cadre assez tranquille dans la montagne. Seulement, il se trouve que mon téléphone s'est cassé, est tombé juste après le tournage. Téléphone dans lequel j'avais enregistré toute la vidéo pour le coup. Et en fait, mon téléphone, comme j'étais en voyage, j'ai pas pu le réparer. Et d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre ça, le téléphone n'est toujours pas réparé. Et donc, ça fait presque une semaine maintenant que je vis sans téléphone. Et j'ai trouvé que c'est le bon moment d'en parler, de faire cette vidéo-là, pour vraiment l'aborder avec du recul. Et le recul, il est à 2 niveaux. Il est par rapport au sujet et à la densité des choses à dire là-dessus, et au fait que ça m'a poussé à être ultra perfectionniste et à vouloir trop en faire, trop dire des choses, donc la vidéo aurait duré probablement trop longtemps et elle n'aurait pas été à la hauteur du message qu'elle voulait propager, à savoir une prise de conscience par rapport à notre utilisation des écrans, etc. Et donc le deuxième recul que ces derniers jours sans mon téléphone m'a permis d'avoir, c'est justement ce recul physique sur l'écran, sur le smartphone. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la question suivante. Comment sauver l'attention de nos jeunes? Et oui, je dis pas comment sauver notre attention de manière générale, parce que la première bonne nouvelle, c'est que si on essaie de sauver l'attention de nos jeunes, par la même occasion, on finira par se sauver soi-même. C'est la fameuse règle qu'on nous donne quand on prend l'avion, c'est de d'abord mettre son masque à oxygène avant d'aider les autres, avant de mettre celui de nos enfants. Et en fait, il se trouve que une des manières de permettre à nos enfants de mieux utiliser les écrans, de se libérer de leur impact négatif, c'est justement pas de prêcher les choses et de leur dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais plutôt d'incarner le modèle, de transmettre par l'exemple et d'appliquer soi-même les préceptes qu'on va voir. Premier précepte, sans aucun suspense, limiter. Limiter quoi? Non pas juste limiter le temps d'écran, il se trouve que c'est important de limiter dans le temps, mais surtout aussi de limiter dans l'espace. Plein d'études dans les sciences comportementales qui démontrent la puissance de notre environnement spatial dans le choix de nos décisions et donc dédier des lieux, des chambres, des espaces dans lesquels on peut utiliser les écrans et dédier d'autres espaces vraiment faits pour d'autres activités, des activités ressources comme lire, dessiner, faire de la musique, etc. Des activités qu'on va voir justement dans le second point, mais globalement, voilà, la première des choses, c'est limiter et être vraiment vigilant au temps que passent nos plus jeunes devant les écrans. Alors, pour les limiter, comment faire? Comment s'y prendre? Eh bien, simplement utiliser les contrats, utiliser la responsabilisation au lieu de la culpabilisation ou la sanction. Alors, c'est bien d'avoir une sanction au cas où, mais il vaut mieux qu'il y ait une raison intrinsèque au changement de l'action. Donc, vraiment essayer de faire des pactes, quoi, simplement avec l'enfant et lui montrer que, en fait, on agit avec lui d'égal à égal et que on va instaurer des règles qu'on va mettre en place ensemble et que même si on représente l'autorité en tant que parent ou en tant que professeur ou quoi que ce soit, eh bien les règles qui vont être instaurées, elles seront choisies, elles seront convenues avec son accord et avec sa volonté à lui. Et pour ça, ne pas hésiter à montrer, à parler des bienfaits de ça et d'avoir une conversation d'adulte à adulte en fait. À partager ses envies, ses craintes de manière vraiment authentique et vulnérable et de permettre aussi à l'autre de faire de même pour que l'échange soit le plus constructif possible, quoi. La deuxième chose pour pouvoir permettre de limiter le temps d'écran de manière efficace et durable, c'est justement de donner une motivation extrinsèque.
Donc la motivation intrinsèque, on l'a vu, c'est de le responsabiliser à travers une communication authentique et d'égal à égal, quoi, responsabilisante. Et donc la deuxième motivation, c'est la motivation extrinsèque. Et c'est celle-là qui va en fait nous faire la parfaite transition vers le deuxième point, après le verbe limiter, ce sera le verbe ressourcer. Et en fait, la motivation extrinsèque, elle va consister justement à remplacer, à payer, entre guillemets, des heures d'activité ressources pour pouvoir avoir accès à des heures d'activité sur les écrans, d'activité de distraction, entre guillemets. Donc, un exemple très simple, ça peut être dans la semaine, proposer de négocier une utilisation de, je sais pas moi, d'1 à 2 heures d'écran par jour pour 1 heure de lecture ou d'activité ressources. Alors, ces activités-là, elles peuvent être choisies à l'avance ou elles peuvent être citées, et donc l'enfant pourra choisir parmi elles. Mais le but, ce sera vraiment d'aménager l'environnement physique et spatial pour que les choses soient plus faciles pour tout le monde, en fait. Pour pouvoir tout simplement ne pas déroger à ce contrat et à ces règles que l'on s'est données à soi-même. Et évidemment, le contrat, il faut qu'il vaille aussi pour soi-même. C'est-à-dire que si je fais, moi, un contrat avec l'enfant, je vais me l'appliquer à moi-même aussi. Ça semble évident comme ça, mais il est quand même bon de le rappeler parce que ce sera le meilleur moyen, justement, d'agir d'égal à égal avec lui. Alors comme activité ressource, c'est vraiment assez simple. Dans une des dernières vidéos, je parlais des bienfaits de jouer d'un instrument de musique, de tous les bienfaits que ça a sur le cerveau, sur le corps en fait, sur la connexion cœur-cerveau, et donc sur l'humeur, l'intelligence, sur la mémoire, etc. Ça a énormément de bienfaits, donc vraiment, si les jeunes autour de vous ne font pas encore d'un instrument de musique, poussez-les à simplement à jouer de l'instrument. Et puis je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle « Ce qu'on aurait tous dû apprendre à l'école ». Il y a d'autres activités ressources. Alors de manière générale, les activités artistiques sont à encourager, sans modération, clairement. Voilà, le dessin, les puzzles aussi sont quelque chose d'assez intéressant. L'écriture, les jeux de société, etc. Donc tout ça, ça peut être vraiment des activités. Alors, il va y avoir aussi une activité qui est vraiment pas à sous-estimer, qui est d'ailleurs une des activités la plus ressourçante, à vrai dire, c'est tout simplement l'activité physique. Alors, à partir de 5 ans jusqu'à 18 ans, et même plus tard, ça semble encore plus évident, parce qu'on devient responsable par rapport à ça, mais le besoin des jeunes pour leur corps de se dépenser et d'explorer ce que leur physicalité est capable de faire dans le mouvement, c'est vraiment la base de tout, quoi. Parce que vraiment, la vie, c'est le mouvement, et quand on regarde dans le règne animal, si tous les jeunes rejetons sont en train de jouer et de se dépenser, c'est pas pour rien. Donc vraiment, poussez les jeunes, poussez votre enfant à l'inscrire dans des sports, des arts martiaux, que ce soit de la danse, que ce soit des sports collectifs, tout ça. Et d'ailleurs, plus il fait de sport, mieux ça sera pour lui. Ça va développer ses capacités motrices, sa coordination, sa confiance en lui, parce que lorsqu'on développe nos facultés à maîtriser notre corps dans l'espace et dans le temps, eh bien, on développe assez naturellement une confiance en soi qui a des bases et des racines très solides. Alors, une autre activité ressource qui va être importante, c'est la lecture. Ça, pareil, ça a des bienfaits intrinsèques qui sont puissants, qui sont prouvés d'ailleurs scientifiquement. Je vous renvoie à mon podcast sur tout ce que j'ai appris sur les livres et la lecture. Mais globalement, les bienfaits intrinsèques à la lecture, ils sont tels que c'est pas tant ce qu'on apprend quand on lit ou ce qu'on comprend ou les histoires qu'on retient qui vont nous nourrir et nous développer. C'est d'abord le fait même de lire, quoi. Donc l'activité elle-même requiert des fonctions exécutives dans notre cerveau qui vont avoir un impact structurant, apaisant et qui va renforcer notre mémoire de travail qui est ni plus ni moins notre attention en fait. Et donc la lecture, c'est quelque chose vraiment que l'on ne répétera jamais assez, mais c'est le remède ultime aux troubles de l'attention en fait. Alors forcément, faut pas y aller comme un bourrin, il y a des manières, faut y aller progressivement, il faut choisir des ouvrages, des bouquins, des PD qui nous plaisent d'abord, lire sur des sujets qui nous intéressent. Et donc tout ça, c'est quelque chose pas qui s'apprend, mais à vrai dire qui se désapprend, parce que comme je disais dans une autre vidéo, avec l'école, malheureusement, on a perdu un petit peu ce sens de savoir ce que l'on veut, ce que l'on aime. On a beaucoup appris à chercher ce qu'on doit faire, ce qu'on doit lire, ce qu'il faut apprendre, etc. Et donc ça, malheureusement, sur plein d'aspects, ça va brider notre feu sacré, notre flamme intérieure qui va nous porter dans le chemin de l'apprentissage et dans le développement de soi. Mais c'est pas une fatalité parce que j'en parle justement un peu plus dans le podcast sur les livres et la lecture. Mais globalement, on peut vraiment prendre goût à la lecture assez rapidement si en fait on y trouve à la fois une motivation extrinsèque, donc comme on disait en début de vidéo, avec un contrat et donc une récompense entre guillemets à la clé, où on se dit ok,
Là, si je lis pendant une demi-heure, je sais qu'après, je pourrais passer 30 minutes sur les écrans et pouvoir me détendre et me relaxer et me divertir. Bien, forcément, ce sera plus encourageant pour l'élève de s'y mettre. Alors ensuite, ce qui va être bien de faire aussi, c'est de ne pas le forcer à lire quoi que ce soit, de lui suggérer des choses qu'il pourrait lire. S'il lit uniquement des mangas, bah, c'est très bien. On peut progressivement lui proposer, lui suggérer de lire des BD, ensuite peut-être des romans illustrés. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont commencé la lecture à travers des romans dont on est le personnage, donc c'est assez ludique comme forme de lecture. Il y a les livres de non-fiction. Personnellement, j'ai moi-même découvert la lecture avec un livre de non-fiction. C'était un livre de développement personnel écrit par un médecin. C'était à une période où je voulais moi-même améliorer ma santé physique et non physique, quoi. Et à partir de là, eh bien, je me suis intéressé à tout le reste. Mais à ce moment-là, je me disais pas, ouais, bah, très bien, alors là, mon but c'est de lire de la littérature. Ce sera de m'intéresser à la philosophie, ensuite à l'histoire, ensuite à la biologie. Vraiment faire confiance à l'instinct de votre enfant, tout comme faire confiance à votre instinct à vous-même quand vous allez choisir un livre ou un film à regarder. C'est un peu ça qu'on veut cultiver en fait. C'est un peu ce sens de ce que nomment les Grecs le télème, notre désir pour l'apprentissage. Voilà tout pour ce qui est de la lecture. Donc voilà, on a dit donc limiter, ressourcer. Et le troisième verbe, c'est jeûner. Pourquoi jeûner? Déjà, parce que on parle du cerveau des jeunes, mais on parle surtout du jeûne qui nous rend tous jeunes. Parce que concrètement, le concept du jeûne, il est ultra intéressant et on peut en fait l'appliquer à plein d'échelles dans notre vie. À l'échelle donc de l'alimentation, où on voit que les effets du jeûne, qu'ils soient secs, à l'eau, intermittents ou quoi, eh bien, il a des bienfaits de plus en plus avérés. Et au-delà du fait que ce soit une pratique ancestrale, eh bien c'est quelque chose que chacun peut expérimenter dans sa vie. C'est quelque chose qui rééquilibre toutes nos capacités, toutes nos énergies en fait. Et si on considère que l'attention c'est de l'énergie que l'on donne, que l'on pointe vers les choses, vers les gens que l'on veut, eh bien si on veut retrouver notre attention pour vivre des moments de qualité avec les gens qu'on aime, pour apprendre des choses qui nous intéressent et pour simplement expérimenter des activités qui nous déstressent, eh bien il se trouve que jeûner, faire un jeûne des écrans régulièrement, ça va être le truc le plus puissant pour pouvoir durer sur le long terme. Là, je vous parle de ça parce que ce dernier point-là, je l'aurais certainement pas mis dans la vidéo que j'avais tournée avant de casser mon téléphone, mais vraiment, à chaque fois que je fais un jeûne d'internet ou un jeûne des réseaux sociaux, je sens vraiment certes, de la sérénité, de l'apaisement, etc., mais surtout une vraie vigilance, un vrai discernement par rapport à l'expérience de la réalité. C'est un peu philosophique ce que je dis, mais je pense que beaucoup de personnes que je vois régulièrement s'écarter un petit peu de leur téléphone, etc., eh bien, je pense que ces personnes-là doivent voir de quoi je parle. En tout cas, pour la plupart des gens, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous envisager, et même on imagine assez vite les bienfaits de se dire, ouais, vas-y, le dimanche, je vais pas utiliser le téléphone par exemple. En fait, on imagine assez bien les bienfaits de ça, mais c'est une autre chose de le faire réellement, de l'appliquer, quoi. Alors bon, c'est vrai, hein, c'est pas évident, mais la bonne nouvelle, c'est que, en fait, c'est pas évident surtout au début. Mais au bout d'un moment, on sent tellement les bienfaits de ça. C'est comme pour le jeûne alimentaire, à vrai dire. C'est un peu désagréable au début, mais dès qu'on capte les premières lueurs de bienfaits, en fait, on se demande pourquoi on l'a pas fait plus tôt, quoi, en fait. Donc voilà, ça fait presque une semaine que j'ai pas de téléphone et bon, les 2 premiers jours, j'étais un peu déprimé parce que je savais pas si j'allais pouvoir récupérer mes données, je savais pas si j'allais pouvoir récupérer mon téléphone, je savais pas combien de temps ça allait durer. Mais bizarrement, à partir du 3e jour, j'ai commencé à vraiment expérimenter une sérénité. Oh là là. Franchement, je le souhaite à tout le monde. C'est bizarre, hein. On dirait que je parle d'une expérience mystique, alors que j'ai juste arrêté d'utiliser mon téléphone, quoi. Je voyageais, je faisais ma vie, quoi, mais j'étais avec les gens. Mais c'est bizarre à dire, mais comme j'avais moins de coupures avec la réalité, bah, j'étais beaucoup plus présent à ce qui se passait. Et en fait, mon expérience avait plus de cohérence parce que j'étais moins, entre guillemets, coupé par des phases comme ça où, sans m'en rendre compte, en fait, j'étais plongé dans la virtualité. J'étais plongé dans le monde digital à travers l'écran de mon téléphone, quoi. Donc en fait, si j'ai pu avoir ce recul-là, bon, certes, c'était pas voulu au départ, mais ça faisait longtemps que je me disais, ok, là, il faudrait que je me fasse une semaine en entier sans téléphone et tout, mais à chaque fois, il n'y avait pas de bon moment pour le faire. Et bon, là j'ai profité de cet accident pour... bon, j'avais pas le choix au début, mais pour le coup, j'ai prolongé un petit peu cette difficulté non choisie au départ, qui est devenue en fait même une difficulté désirable. Et en fait, c'est avec ce concept-là que j'aimerais terminer la vidéo, parce que
Dans les sciences de l'apprentissage, ce concept de difficulté désirable est vraiment central dans toute démarche de progression. C'est-à-dire que quoi qu'on veuille faire, quoi qu'on veuille apprendre, si on veut évoluer, si on veut grandir, si on veut juste changer, eh bien, il faut qu'on identifie, qu'on trouve la difficulté désirable. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce sujet parce que ça fera l'objet vraiment d'un contenu à part entière, mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que ce soit dans le fait de jouer un instrument, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans les activités artistiques, que ce soit dans le sport, que ce soit même dans la méditation. La méditation aussi, j'en ai pas parlé, mais pareil, c'est dans le top 3 des activités ressources pour soigner son attention et la renforcer. Mais globalement, dans toutes ces activités ressources-là, dans lesquelles on progresse intérieurement, eh bien, il y a une loi qui prévaut tout le temps, c'est la suivante, c'est que c'est dans la difficulté que l'on progresse. On a une illusion dans notre apprentissage. Il y a une illusion qui a été observée, c'est que on a l'impression que les meilleurs profs, les profs qu'on trouve les meilleurs, c'est ceux qui nous facilitent l'apprentissage, qui nous donnent l'impression qu'en fait on a des bonnes réponses. Alors bon, il faut bien distinguer entre justement un prof qui nous donne l'impression que c'est facile avec un prof qui nous fait aimer les choses difficiles. Un prof qui nous rend facile le fait d'aimer quelque chose de complexe. Mais ce qui a été observé par les chercheurs, c'est qu'on évalue mal les moments où on progresse réellement. Il se trouve que c'est vraiment dans les moments où on a l'impression qu'on ne progresse pas et que c'est difficile, qu'on n'avance pas, etc. C'est dans ces moments-là, en fait, qu'il se passe quelque chose réellement dans nos neurones et qu'il y a un réagencement qui a lieu, qui nous permet vraiment cette plasticité cérébrale-là, qui nous permet de comprendre de nouvelles choses, de retenir des nouvelles informations, d'intégrer des connaissances ou de maîtriser de nouvelles compétences. Donc c'est un petit peu l'adage du no pain, no gain. Et alors bon, c'est vrai que ça peut être contradictoire avec le concept du love can do dont j'ai parlé dans la vidéo sur la musique et dont je reparlerai bientôt. Mais en fait, ce qu'il faut bien différencier encore une fois, c'est le fait de choisir des activités que l'on aime et de les prendre comme un jeu et de chercher la difficulté désirable dans cette activité-là que l'on a choisi délibérément pour pouvoir progresser. Parce que à choisir, vaut mieux faire une activité que l'on aime qui est facile qu'une activité que l'on n'aime pas qui est facile aussi, certes, mais à choisir encore mieux, vaut mieux faire des choses difficiles dans une activité que l'on aime que faire des choses difficiles dans n'importe quelle activité, même celles qui nous plaisent pas vraiment. Par exemple, si vous n'aimez pas le billard, eh bien, ça sert à rien de chercher la difficulté là-dedans. Vaut mieux chercher de la difficulté dans quelque chose que vous maîtrisez déjà, quelque chose que vous aimez. Je sais pas si vous êtes fan de peinture et que vous avez l'habitude de faire de la peinture à l'aquarelle, eh bien pourquoi ne pas essayer de la peinture à l'huile par exemple ou une nouvelle technique qui va vous pousser un petit peu dans vos retranchements au début, mais en fait qui va clairement vous faire progresser dans cette pratique-là. Donc voilà tous les amis, donc au final je trouve que j'ai beaucoup moins parlé des écrans et des problèmes qui sont les sources de nos troubles d'attention chez nous et chez les jeunes. Mais c'était plus ou moins volontaire parce que je crois que plus parler des solutions que des problèmes, même si ça fera moins d'audience et ça fera moins de vues, j'ose imaginer que ça aura un impact plus positif sur le peu de personnes qui verront cette vidéo-là. Donc voilà, pour résumer, premièrement, limiter dans le temps et dans l'espace, organiser vraiment des lieux dédiés pour les écrans et des lieux vraiment dédiés sans écran. Deuxièmement, ressourcer, donc faire des contrats, utiliser les contrats et même les contrats à l'écrit. Il a été démontré qu'un objectif mis à l'écrit eh bien, a 10 fois plus de chances d'être atteint qu'un objectif qui n'a pas été écrit. Voilà, les activités ressources, c'est la lecture, la méditation, les puzzles, les activités artistiques, jouer d'un instrument, les activités physiques. Et pour finir, on a donc jeûner. Ne pas hésiter à s'organiser des jeûnes vraiment de manière fractale, à différentes échelles, dans la journée. Voilà, donc stopper les écrans à partir d'une certaine heure, donc 2 ou 3 heures avant d'aller dormir. Aménager peut-être, je sais pas, une demi-journée ou une journée dans la semaine dans laquelle eh bien, on vit simplement sans écran, sans téléphone. Et puis de manière mensuelle comme ça, ou trimestrielle, ou même annuelle, s'organiser peut-être des retraites avec des amis ou de la famille sans écran. C'est voilà, c'est un peu les conseils que je donnerais moi de ma propre expérience et de ce que je perçois avec mes élèves et avec les discussions avec les familles que j'accompagne. Mais globalement, voilà, à chacun de tester les choses par soi-même, voir ce qui marche pour lui et pour ceux qu'il ou elle veut aider. Donc voilà tous les amis. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Acologie. Ici on parle d'apprentissage, de transmission, d'éducation, mais également de plein d'autres sujets divers et variés, toujours sur le même angle. Donc abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures. Prenez soin de vous. Tchuss.